Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Pierre Guilbault, le cofondateur de Marketing Flow. Salut Pierre, comment vas-tu ? Écoute, ça va super et toi Marine? Ça va très très bien, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors, il y a des personnes forcément qui ne te connaissent pas, Pierre, et pour te présenter rapidement, ta mission c'est d'aider les entreprises à impact à mettre leurs solutions positives dans les mains de ceux qui en ont le plus besoin et le plus rapidement possible. Tu as déjà aidé plein d'entreprises à passer le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins d'1 an, et aujourd'hui, tu aides avec ton associé Megan 300 entreprises à accélérer dans la communauté de Marketing Flow. Moi, je t'ai fait venir pour justement comprendre un petit peu les dessous, l'envers du décor de Marketing Flow et comment finalement vous en êtes venu à monter une boîte à impact à deux. Trop cool. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de partager avec beaucoup de transparence ce qui se passe dans le moteur. Écoute, avec plaisir, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Alors la première question que je vais te poser, Pierre, c'est pourquoi finalement avoir créé Marketing Flow, puisque des solutions marketing, il y en a déjà beaucoup. Quelle est la différence avec les autres finalement ? Très bonne question. Pour te situer un peu, il y a à peu près 3-4 ans, avec Megan, on accompagnait des entreprises à impact positif en freelance dans leur strate de croissance. Boîte à impact positif, puisque avec Megan, mon associé, on a toujours été très engagés dans des assos, je sais pas, à travers juste nos valeurs personnelles, dans une volonté de préserver le monde qui nous entoure et en tout cas la nature qui est juste magnifique. Du coup, on avait envie de mettre nos compétences au service des boîtes qui font avancer les choses dans le bon sens. En mettant nos compétences en commun sur quelques boîtes, on a des super résultats. Tu l'as mentionné, le 1 million d'euros dépassé. On a enchaîné ça avec une boîte, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et quand on a partagé publiquement ces résultats, on a énormément d'autres boîtes à impact qui nous ont contactés en disant est-ce que vous voulez bien refaire la même chose avec nous? Et à ce moment-là, on s'est posé, on s'est dit soit on recrute, on monte une agence, ou soit on essaye plutôt de les aider à internaliser la compétence. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va créer une plateforme, une communauté en ligne qui s'appelle Marketing Flow, dans laquelle on va rassembler tous ces fondateurs, ces responsables marketing de boîtes à impact. On va les aider à s'entraider en partageant leur stratégie, via des tutoriels à suivre pas à pas, via des lives qu'on fait ensemble tous les mois et un espace d'entraide. Et une des différences, je pense, c'est ces valeurs communes. Tu vois, pour rejoindre Marketing Flow, il faut postuler. Donc, il faut que tu aies l'impact positif qui soit au cœur de ton offre et au cœur de ta mission. Et ça change tout dans l'approche que tu vas avoir derrière, dans la volonté de développer la croissance de ta boîte. Ça ne va pas forcément être la croissance à tout prix, le chiffre d'affaires à tout prix, puisque l'impact positif est au cœur de ta mission. Tu vas forcément vouloir aussi réaliser un marketing qui va être respectueux, qui va être éthique, mais quand même en étant performant, puisque c'est cool d'essayer d'être entre guillemets le plus vertueux possible, mais en même temps on a une entreprise et si on fait pas de chiffre d'affaires, on peut pas se payer une équipe et donc du coup notre impact est très limité. Donc on essaie de trouver cet équilibre avec les membres. Aujourd'hui, tu l'as dit, on n'est pas loin de 300, donc ça nous permet vraiment d'échanger au quotidien nos bonnes pratiques et donc voilà où on en est. Génial. Alors moi, je connais un petit peu les backstage de Marketing Flow, mais pour les personnes qui ne connaissent pas cette terminologie, est-ce que tu peux nous préciser ce que signifie être une boîte à impact ? Est-ce que c'est forcément un impact environnemental ou est-ce qu'il y a plusieurs types d'impact ? Ouais, alors c'est impact environnemental et ou social. Tu vois, ça va être par exemple, si je prends environnemental, un e-commerce qui va vendre des produits qui vont être made in France, recyclés, upcyclés, bio. Ça va être des boîtes au niveau social qui vont favoriser par exemple la diversité et l'inclusion, qui vont, pour la partie environnementale, qui vont pouvoir faire des bilans carbone, t'aider à développer la partie RSE, une mobilité plus verte. Sur le social, ça va être aussi pourquoi pas l'égalité.
plein de sujets comme ça où en fait on se dit il y a énormément de sens dans ce que fait cette entreprise. Elle n'est pas juste là pour en fait faire du cash entre guillemets. Sa mission, elle améliore le quotidien des gens et elle a un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et donc quand ça coche ces cases-là, nous on se dit feu, allez rejoins-nous et on va essayer de t'aider à aller le plus loin possible. Super, merci beaucoup pour cette précision. On ferme la parenthèse sur cette définition et du coup, j'enchaîne avec la question suivante, c'est comment est-ce que ça se passe concrètement avec Megan dans votre organisation à deux? Puisque la dernière fois quand on a pris un café ensemble, tu m'as dit que vous n'aviez pas forcément vocation à créer une énorme boîte avec plein de gens à l'intérieur. Du coup, moi je voulais savoir comment est-ce que finalement vous arrivez à collaborer, à bien travailler avec Megan, étant donné que tous les deux vous êtes en full remote, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas du tout au même endroit. Ouais, alors du coup effectivement, Megan elle est basée à Marseille, moi je suis basé à Biarritz. Marketing Flow, il faut savoir qu'on n'est pas full-time dessus. On travaille 3 jours dessus par semaine, donc le lundi, le mercredi et le jeudi. Et le mardi et le vendredi, on travaille chacun de notre côté en freelance. On continue à accompagner sur nos cœurs d'expertise des entreprises à impact positif où on les aide sur la strat, mais aussi sur l'exécution sur certains leviers. Ce qui nous permet aussi, tu vois, d'être toujours très opérationnel et toujours tu vois, d'avoir toujours les mains dedans et donc de pouvoir prodiguer les meilleurs conseils aux membres de la communauté. Puisque je pense que moins on a les mains dedans, plus on va théoriser et plus des fois les recommandations qu'on peut faire à des boîtes vont être, tu vois, trop loin de la réalité du terrain. Donc pour nous, c'est important de rester sur le terrain pour aider les boîtes de la manière la plus impactante possible. Donc on a 2 jours par semaine où chacun de son côté bosse sur ses propres clients. Puis après 3 jours par semaine où on bosse sur Marketing Flow. Donc on a plein de choses à faire puisque il y a plein de choses avec cette boîte-là. Il y a le fait de devoir animer la communauté dans l'espace d'entraide, dans les lives. On a la création de contenu, de tutoriels, de stratégies de croissance qu'on documente, qu'on met sur la plateforme. Il y a la création de la plateforme totalement en no-code. Il y a le fait de faire découvrir Marketing Flow, la visibilité, mettre les membres en relation pour les aider à s'entraider. Donc, il y a plein de tâches qu'on s'est répartis au fur et à mesure à travers nos expertises. Enfin, même si tous les deux, avec Megan, on se connaît d'école de commerce, donc on a un profil de base on pourrait penser être similaire. En fait, on a des profils qui sont assez différents. Megan, elle est très, très structurée, très rigoureuse. Et moi, je suis plus genre un fonceur. Donc, en fait, il y a un côté où moi, je fonce tête baissée. Du coup, je mets peut-être une espèce de grosse dynamique dans le projet. Et Megan, elle permet que le projet, en fait, il ait des fondations solides et que, en fait, il se développe bien de manière qualitative. Donc, en fait, ça permet d'avoir cet équilibre pour que ça fonctionne bien, quoi. Et côté gestion d'entreprise, justement, tu me parles de process. Je sais que vous aimez beaucoup les automatisations, ce genre de choses. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir développer Marketing Flow avec tout ce que ça implique, comme tu disais, la communication, les tutos, les lives, etc., en ayant un temps réduit et en plus en étant en remote? Alors déjà, je pense qu'il y a la plateforme. C'est la base, en fait, c'est ce qui permet de tout nouer, on va dire. Donc là, il y a eu le choix de le faire avec des outils no-code, ce qui nous permet, en fait, d'avoir la main dessus. Nous, on n'est pas du tout développeurs tous les deux, hein. On est tous les deux des marketeurs, donc il a fallu se former, et c'est notamment Megan qui a vachement pris le lead là-dessus. Donc elle s'est formée en l'espace de 2 mois sur Webflow. Donc Webflow, c'est la plateforme qui nous permet de créer tous les contenus de manière dynamique. C'est un outil no-code qui est trop cool et qui permet en fait tu vas pouvoir créer, alors elle en parlera largement mieux que moi, mais tu vas pouvoir créer des templates sur Webflow avec genre, OK, titre de la stratégie, les étapes, et puis après un espace pour les screenshots, parce qu'on met des captures d'écran pour être très didactique, puis des liens, etc. Et donc en fait, une fois que le template est mis, on peut le remplir et très facilement ajouter une nouvelle stratégie, un nouveau tuto à la plateforme. Donc il y a cette plateforme de contenu pour la rendre accessible uniquement à des personnes qui sont membres de la communauté. On utilise MemberStack, qui est un outil, tu vois, qui permet de dire si tu es connecté, tu y as accès, si tu n'es pas connecté, tu n'y as pas accès. On a un espace d'entraide dans lequel on échange au quotidien avec les membres où ils peuvent demander des feedbacks, des conseils sur leurs actions marketing. Là, c'est l'outil Circle, qui est un outil communautaire. Donc, tous ces outils-là, ils sont plugués ensemble pour prendre les paiements avec l'outil MemberStack qui gère la visibilité et les abonnements. C'est Stripe qui est plugué.
Et puis, on utilise Zapier, que tu dois très bien connaître, qui permet de mettre en relation tous ces outils-là. Donc, c'est pareil, ces outils. Donc, on a ces outils et notre CRM, c'est ActiveCampaign. Donc, ActiveCampaign qui permet aussi de gérer toute notre base de données utilisateurs. Donc, à la fois les contacts qui sont nos clients, nos membres qui vont dessus, où on peut du coup les taguer avec certains critères pour pouvoir après être filtré plus facilement. On va pouvoir envoyer des séquences email automatisées, tu vois, d'onboarding avec ActiveCampaign pour pouvoir dire, OK, bon, bah, tu viens de rejoindre Marketing Flow et du coup, tu as des emails, je sais pas, une fois par semaine pendant un petit bout de temps pour pouvoir t'aider à prendre bien en main l'outil. Donc là, ça nous permet d'automatiser pas mal de choses. On utilise l'outil Livestorm pour faire nos webinaires, nos lives. Donc, on fait plusieurs lives par mois. On a un café de bienvenue tous les lundis à 11h30. On accueille les membres pour comprendre ce qu'ils font, pour pouvoir les mettre en relation. Et donc là, c'est pareil. En fait, vu que c'est un outil no-code, hop, on le plug à la plateforme Webflow, on l'intègre dans nos emails ActiveCampaign d'onboarding, etc. On fait 2 lives par mois pour échanger nos meilleures stratégies avec les membres, c'est pareil, c'est dans Livestorm. Donc, on essaye de choisir nos outils avec beaucoup de précautions et soins pour qu'ils puissent fonctionner hyper bien ensemble et qu'ils nous fassent gagner un max de temps aussi au quotidien dans l'opérationnel, quoi. Alors pour les personnes qui ne sont pas du tout adeptes de la technologie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait monter une boîte sans avoir autant d'outils. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Marketing Flow, c'est justement le fait qu'ils aient réussi à intégrer différents outils dans un seul écosystème, donc Marketing Flow, et que ça tourne bien. En tout cas, en tant qu'utilisatrice, je peux vous dire que ça tourne bien. Et moi, la question que je veux te poser ensuite, Pierre, c'est monter une boîte, ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Vous avez forcément, avec Megan, rencontré des difficultés, des challenges, des doutes. Du coup, moi, j'ai envie de savoir quels sont ces challenges qui vous ont le plus challengé, en fait, qui vous ont le plus demandé de ressources et comment vous les avez traversés. Alors, je pense qu'il y a 2 typologies. Il y a la typologie, je pense qu'il y a 2 catégories de challenge, entre guillemets. Il y a la catégorie construire son offre et la développer avec une audience, etc. Et il y a la catégorie, tu vois, organisationnelle avec son associé, comment est-ce qu'on s'organise, etc. Donc, je peux essayer peut-être de développer sur les 2. Ouais. La première, du coup, sur la construction de l'offre et de répondre à un besoin pour son audience, etc. Nous, tout a commencé il y a à peu près 4 ans quand j'ai créé une newsletter qui s'appelle les petits hacks marketing, qui a très, très bien fonctionné puisqu'en fait, en l'espace de 2-3 ans, il y a plus de 10 000 personnes qui se sont abonnées en France, donc des entrepreneurs, des marketeurs. Et du coup, quand tu t'inscrivais, c'est encore le cas, elle est live, hein, tu reçois un hack marketing chaque matin dans ta boîte mail. Donc, c'est un contenu qui est gratuit, qui apporte de la valeur. Et donc, ça permet déjà de construire son audience. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est avant de vouloir forcément créer quelque chose et après d'essayer de voir comment le distribuer. Il faut d'abord créer son audience, donc c'est-à-dire son canal de distribution, co-construire avec eux. Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile de développer une boîte de cette manière-là. Donc, en gros, il y avait les petits hacks, nous, qui étaient présents. Donc, on avait une audience, je pense, de 7-8 000 personnes. Ensuite, on s'est dit, OK, il faut qu'on essaye de monétiser et voir comment est-ce qu'on peut créer un contenu qui soit plus avancé, plus pertinent. Donc, on a créé une newsletter payante avec Substack. Donc là, un nouvel outil. Donc, tu vois, on était sur Sendinblue à la base avec les petits hacks. On allait sur Substack qui permet de faire une newsletter payante. Donc là, on s'est organisé à 2 pour pouvoir créer une stratégie de croissance par semaine qu'on envoyait contre 9 € par mois. Ça a duré à peu près 4-5 mois. On a eu à peu près 300 abonnés payants. À ce moment-là, du coup, toujours dans cette démarche de co-construction, en fait, nous, il y avait 2 éléments. Il y avait le fait de, être frustré parce qu'on ne pouvait pas fermer la porte aux personnes qui ne faisaient pas de l'impact positif parce que Substack ne permet pas ça. Et 2, en fait, on sentait qu'il y avait des gens qui voulaient avoir plus de conseils, etc. Et donc, du coup, c'était limité avec la newsletter. Du coup, là, c'est à ce moment-là que Megan a passé du temps sur Webflow pour créer la plateforme. On l'a lancée. Là, dans les challenges qui en parlaient, il y a, en fait, à chaque fois, c'est… tu changes d'offre, quoi. Tu as les petits hacks marketing, c'est un hack marketing chaque matin, puis après tu as Substack, c'est une strat par semaine. Donc là, il y a toute cette pédagogie, explication, transition à faire petit à petit. Là, on a créé la plateforme, on l'a sortie à 500 € par an. Et c'était que pour les boîtes à impact. Donc là, la transition, elle a été hardcore parce que d'un coup, tu as plusieurs, tu as 10 000 personnes qui suivent et qui kiffent trop le contenu. Et d'un coup, en fait, tu leur dis, désolé, si tu fais pas de l'impact, l'aventure se termine entre nous. Donc ça, c'était assez chaud. Et pour les gens qui faisaient de l'impact et suivaient la newsletter payante, il y avait ce côté de
ah, attends, moi je paye 9 € par mois, maintenant c'est 500, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc le fait de passer les niveaux à chaque fois, il faut arriver à emmener les gens avec toi. Donc c'est pas si facile que ça. On a réussi à embarquer, je dirais, entre 100 et 150 personnes au tout début. Et puis après, se dire, OK, on continue à co-construire. Donc, on essaye constamment c'est le truc le plus contre-intuitif en entrepreneuriat. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut parler à ses clients, être proche d'eux, comprendre leurs besoins et faire. Et en fait, tu as vite fait d'oublier ça. Donc, en fait, on essayait constamment de se rappeler, il faut être au contact de nos clients, comprendre leurs besoins, essayer de co-construire avec eux. Donc, tu vois, après, on a rajouté une brique espace d'entraide à cette plateforme de tutoriel, puis rajouté une brique live communautaire. Au fur et à mesure, on a dû, tu vois, c'était des choses pas évidentes, hein, mais quand tu fermes la porte à une cible, donc nous, c'est les boîtes à impact, il y a toujours des gens qui postulent toutes les semaines. Alors, bien sûr, on a affiné le copywriting de la landing page, de notre branding, qui est de plus en plus clair. On sait que c'est pour des boîtes à impact, des marketeurs engagés, des freelances qui n'avaient pas que des boîtes à impact, etc. Mais à l'époque, c'était pas aussi clair. Et du coup, tu te retrouves à refuser 10, 15 personnes qui sont prêtes à payer chaque mois parce qu'en fait, ils n'ont pas mis de l'impact au cœur de leur offre. Donc, c'est compliqué d'expliquer ça. Tu te retrouves sur le site de la personne, tu te dis, mais je suis qui, moi, pour juger si l'impact positif, il est là ou pas. Donc, tu vois, toutes ces remises en question, doutes qu'on pouvait avoir avec Mégane, où en gros, on était en call, on était là, je sais pas, le truc. Tu vois, typiquement, voilà, c'est un labo pharmaceutique, ils disent qu'ils sauvent des vies, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a plein de lobbying dans ce. Enfin, tu vois, c'est pas si facile que ça. Mais au fur et à mesure aussi, en s'entourant, en demandant des retours à nos membres, ça a été de plus en plus facile. Et donc, tu vois, il y a eu ça au fur et à mesure. Et tu vois, là, aujourd'hui, on a vraiment shifté, on s'est positionné comme étant une communauté, puisqu'on veut d'abord que ça soit une communauté et la valeur de se dire, je fais partie d'une communauté entourée de personnes qui partagent mes valeurs et c'est les autres membres, tu vois, sortir d'un modèle vertical où c'est Pierre et Mégane qui apportent de la valeur, qui partagent des stratégies, à un modèle horizontal où chaque membre est sur le même pied d'égalité et il peut porter des initiatives. Tu vois, par exemple, je pense à Léa, qui est freelance pour boîte à impact en Google Ads, qui est membre de Marketing Flow, qui d'un coup a proposé l'initiative de dire tiens, je suis chaude de réaliser un audit gratuit par mois pour une boîte à impact de la communauté. Et en fait, elle porte ce projet en interne. Et aujourd'hui, il y a 7 freelances tous les 2 mois qui, sur leur cœur d'expertise, proposent un audit gratuit aux membres et ça apporte énormément de valeur. Il y a ce côté entraide, etc. Mais ça se fait vraiment au fur et à mesure où, en gros, c'est le côté il faut constamment être au contact de ses clients. Nous, dans notre cas, c'est des membres et de co-construire avec eux pour pouvoir faire évoluer à la fois pour que ça soit aligné avec la vision que tu as en tant que fondateur et à la fois que cette vision-là, elle soit aussi souhaitable et enviable par tes clients et tes membres. Sinon, en fait, il y a un moment, ça va pas fonctionner, quoi. Ça, c'est les fondements du marketing, en tout cas du marketing comme moi je le vois aussi. C'est on part d'un utilisateur, d'un client ou d'un prospect, d'une audience en tout cas, et on va comprendre ces personnes-là, on va comprendre leur quotidien, quels sont leurs besoins, et à partir de ça, on va construire ensemble quelque chose qui va aller, on va dire, sur une offre pérenne, durable, et qui va être en même temps évolutive, puisque on évolue tous, que ce soit en tant que gérant d'entreprise, donc toi ou Mégane, ou que ce soit en tant que client. Au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de notre activité, on va avoir d'autres challenges à relever et du coup, c'est bien que Marketing Flow capitalise sur l'intelligence collective finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment là-dessus qu'on a. Tu vois, c'est aussi pour ça que notre prix, il évolue avec le temps. On a choisi de commencer à un prix qui était très abordable et qu'on augmente tous les 6 mois en se disant, on va co-construire avec notre communauté et nos membres. Et puis, en fait, la valeur de Marketing Flow va évoluer avec le temps. Et donc, on adaptera le prix au fur et à mesure plutôt que d'attendre d'avoir un truc parfait et de le sortir au bout de 3 ans au prix max, quoi. Donc ça, c'est pour la partie un peu off. Mais après, tu vois, pour la partie, on va dire, plus organisationnelle et relationnelle avec Mégane, je pense que, tu vois, typiquement, à la base, on se faisait avec Mégane on continue à le faire, hein, mais on se faisait des séminaires tous les 2-3 mois, tous les 2 mois et demi, je dirais, où en fait, on se retrouve dans une ville, on loue un Airbnb, et pendant, à la base, quand on a commencé, on restait 1 semaine côte à côte et on taffait à fond, on se mettait des gros objectifs. Il y avait un petit peu un côté où on se disait, en fait, on fait un séminaire. Là, on a plein de post-it, on les fout au mur. Alors, on réfléchit à c'est quoi la strat et on priorise et on fait des gros choix stratégiques. Et après, on exécute.
pendant les 2-3 mois qui suivent, jusqu'au prochain séminaire où on va reprendre des grosses décisions. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé au début à nous structurer parce que tu vois, le fait d'être côte à côte, en physique, de pouvoir parler, tu es là et tu peux échanger et challenger l'autre et de réfléchir, etc. C'est pas forcément toujours facile en visio. Mais là, ça fait quand même, je dirais, ouais, ça fait 2 ans et demi qu'on bosse ensemble. Et donc là, tu vois, ça y est, il y a un niveau de confiance qui s'est développé et d'alignement, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'attendre nos séminaires pour prendre des décisions stratégiques et revoir certains éléments qui sont très structurants. On va plutôt le faire pendant nos calls. Donc, tu vois, avec Megan, on a un call d'à peu près une demi-heure tous les jours où on travaille sur Marketing Flow chaque jour. Donc ça, c'est pareil, ça a énormément évolué. Avant, c'était le matin, maintenant, c'est l'après-midi. On essaie de le bouger en essayant de comprendre un peu c'est quoi nos niveaux d'énergie pour essayer d'optimiser par rapport au quotidien. Donc, généralement, avec Megan, on est quand même très productif le matin. Donc, on se dit, on garde la matinée pour faire des choses, produire. On a des calls en début d'après-midi et puis en fin d'après-midi, on a notre call tous les deux. On peut se partager des choses qu'on a vécu ou fait pendant la journée et puis après réfléchir aux prochains éléments. Donc ça fonctionne assez bien. Et donc, tu vois, là, typiquement pour les séminaires, maintenant, là, ce qu'on a fait là sur le dernier, c'est qu'on a travaillé que le matin pendant 2-3 heures et l'après-midi, on passe du temps ensemble, on se fait des activités sympas. Parce qu'en fait, on s'est juste dit, mais c'est trop con, en fait, quand on sort des séminaires, on est éclaté, quoi. On est sur les rotules, on est crevé. Et en fait, du coup, il faut reprendre Marketing Flow, chacun de chez nous au taquet. Et c'est trop dur. Et en fait, c'est dommage parce que certes, on a été… Par contre, franchement, on ne peut pas le nier. Ce qu'on réussit à faire quand on est côte à côte en termes de get shit done, tu vois, d'exécuter, c'est assez colossal. Donc, c'est sûr que ça met un énorme avant-après dans le projet. Mais ce qui est dommage aussi, c'est qu'on se voit rarement et quand on se voit de juste travailler derrière nos écrans, c'est un peu dommage. Donc, tu vois, maintenant, on a décidé de plus se voir pour profiter de l'un et de l'autre, de se faire des bons restos, de voir aussi les membres de Marketing Flow. On en profite pour voir les membres de notre communauté dans les villes où on va. Mais si tu veux, il y a un peu ce truc aussi qui a évolué avec notre relation. C'est qu'on se fait en fait méga confiance. Chacun a ses sujets. Donc, tu vois, Megan, elle bosse pas mal sur ce qui est design, la plateforme, l'animation de la communauté. Moi, je vais faire l'animation de la communauté, mais je vais peut-être plus passer du temps sur, tu vois, genre, passer du temps sur LinkedIn, faire des calls avec des fondateurs ou des restos marketing qui seraient intéressés de nous rejoindre. Donc, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la casquette sales et Megan plus la casquette dev pour le site. Tu vois, on s'est réparti un peu les rôles comme ça au fur et à mesure. Et puis après, pour ce qui est de l'animation des lives, on en fait un chacun. Les lives de bienvenue, on le fait tous les deux parce qu'on pense que c'est important d'être tous les deux. Et puis c'est plus sympa aussi. Donc ça a été un peu un processus itératif, quoi. J'aime beaucoup le fait que tu nous partages ces différentes péripéties parce qu'effectivement, dans une structuration d'entreprise, on le voit, hein, il y a eu plusieurs stades de développement pour Marketing Flow et je pense qu'il y en aura d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel stade j'en suis à l'heure actuelle, quels sont mes besoins, quels sont mes freins pour passer au palier suivant, et si on a la possibilité, si on est associé par exemple avec une ou plusieurs personnes, c'est de profiter de l'intelligence collective justement pour trouver des solutions. Et si jamais on est tout seul, ce qui peut arriver aussi, c'est ne pas hésiter, pourquoi pas, à faire appel à son réseau. À son réseau, on a tous et toutes des copains, des copines entrepreneurs. On peut se faire accompagner par des professionnels aussi dans la structuration d'entreprise. Et je trouve que dans tous les cas, ce qui est important, c'est de revenir à soi. Tu me parlais tout à l'heure du rythme que vous avez mis un petit peu de temps à trouver avec Megan. Moi, je trouve que c'est hyper important de connaître justement les moments où tu es le plus focus, où tu es le moins focus pour justement prioriser tes actions et être le plus stratégique et le plus intentionnel dans ton quotidien. Ouais, carrément. Et tu vois, genre, je pense que quand on a commencé, tu vois, on était deux, et on est toujours deux. Hein, mais quand on a commencé, tu vois, comme on le disait, c'était une newsletter payante Substack. Et du coup, notre travail, entre guillemets, c'était simplement d'envoyer une nouvelle stratégie de croissance chaque semaine. Et du coup, déjà, ça nous prenait beaucoup de temps à l'époque, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de, tu rajoutes une brique sur ta boîte, tu la mets sous contrôle, en automatisant, en templétisant, en processisant. Puis après, tu rajoutes une nouvelle brique. Tu rajoutes une nouvelle brique, puis tu rajoutes une nouvelle brique. Jusqu'à un certain moment où j'ai l'impression qu'on y est là avec Megan, on a quand même rajouté pas mal de briques, on a automatisé pas mal de choses, et on est toujours deux. Et du coup, là, on commence à rentrer dans une réflexion il va falloir, si on ne souhaite pas
embaucher en tout cas, il faut qu'on enlève quelque chose pour rajouter quelque chose. Tu vois, il y a un peu un côté c'est des réflexions qu'on a. Donc d'un coup, parce que une des grosses réflexions qu'on a eues il y a à peu près 4-5 mois, c'était de se dire, OK, là, on arrive à un niveau certain. Enfin, tu vois, pour être très transparent, hein, l'année 2021, on a fait 64 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires avec Marketing Flow. En 2022, on a fait 145 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Et donc là, on est en année 2023. Je ne sais pas si on va arriver enfin, on s'est mis pour objectif de faire peut-être 200 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires cette année. Je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, on va essayer de mettre en place des actions. Et c'est sûr que par rapport à ce que tu disais, ce qui est très pertinent, c'est que la réflexion, c'est de se dire, on ne peut pas avoir des résultats différents si on fait toujours les mêmes actions. Et donc, il y a un moment où, en fait, de toujours faire les mêmes choses et se dire, mince, ça décolle pas, ça change pas, c'est pas possible. Donc, il y a besoin d'être dans cette démarche itérative et puis d'essayer des nouvelles choses. Et donc, c'est vachement là-dedans qu'on est avec Mégane. Tu vois, depuis 3-4 mois, là, on a ajouté le fait de faire une démo chaque semaine de Marketing Flow. Donc, tu peux t'inscrire, tu arrives sur le site. Tous les mercredis à 11h30, il y a une démo. Tu vois, typiquement, ce qui nous aide énormément, vu qu'on est deux et qu'on doit optimiser notre temps, c'est qu'on essaye de tout templatiser, de tout. Si on doit faire un live, par exemple, un live Marketing Flow, c'est le jeudi à 11h30. Et en fait, c'est toujours comme ça. Comme ça, pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple. Genre, le live de bienvenue, pour les membres, c'est tous les lundis à 11h30. La démo Marketing Flow, c'est tous les mercredis à 11h30. C'est-à-dire que ça s'intègre facilement dans notre quotidien. On peut le templatiser. Il y a des emails automatisés qui arrivent. Et même pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple plutôt que de se dire, attends, mais là, du coup, on va le mettre dans 5 jours, puis après, c'est dans 3 jours, puis l'heure, elle change, etc. Donc, on essaye de faire les choses une fois bien et après de les répéter de la même manière. Pour que ça soit beaucoup plus facile à gérer, quoi. Et le fait de templétiser, je rajoute un petit détail là-dessus parce que je pense que c'est important. Le fait de templétiser, en fait, ça nous met dans une sorte d'économie à la prise de décision. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Steve Jobs qui s'habille toujours de la même façon, qui s'habillait de la même façon. Et en fait, il faisait ça pourquoi? Parce que on passe parfois un temps incroyable le matin à se dire comment est-ce que je vais m'habiller pour que mes vêtements reflètent mon moral, ce que j'ai envie de montrer aux autres, etc. Alors que si finalement tu définis un template, ou dans cet exemple, une tenue, qui va représenter les valeurs qui sont importantes pour toi, du coup tu gagnes un temps incroyable. Et ce temps, tu peux le redistribuer sur d'autres tâches ou d'autres moments de ta journée où tu as besoin d'être plus concentré, plus stratégique. Ouais, carrément. Tu vois, un exemple dans la même veine, hyper concret. Nous, on a une newsletter qui s'appelle Good Marketing qu'on envoie tous les mardis à 10h. Pardon, un mardi sur deux à 10h. Donc, tu vois, déjà, on est dans cette démarche de un mardi sur deux à 10h. Donc, c'est assez clair. Et donc, la newsletter fait 3 parties. Mais tu vois, typiquement, toutes les parties fonctionnent de la même manière. Mais pour donner un exemple, la première partie, c'est une action marketing d'une entreprise à impact. Donc, une action qu'on a trouvée cool, qu'on partage. Donc, ça te donne un exemple, toi, d'action que tu peux reproduire si tu la lis. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est 1, c'est quoi l'entreprise? 2, c'est quoi l'action qu'elle a mis en place? Ce qu'on aime dans cette action et comment est-ce que toi, tu peux t'en inspirer? En fait, il y a 4 parties. Et donc, du coup, en fait, nous, de temps en temps, on tombe sur une action marketing cool. On navigue le web, on ne sait rien. On navigue le web, mais qui dit ça? C'est pas grave. Et du coup, c'est là que tu dis que tu as presque 30 ans, quoi. Et du coup, on découvre une action cool et là, directement, notre cerveau, en fait, il n'a pas besoin de réfléchir beaucoup puisqu'en fait, il suffit de la prendre et de la déverser dans un moule qui est en 4 parties. C'est quoi l'entreprise? C'est quoi l'action cool qu'elle a mis en place? Ce que j'aime dans cette action et comment tu peux t'en inspirer. C'est tellement plus simple et c'est ce qui nous permet de garder un rythme assez soutenu malgré le fait qu'on soit 2 sur cette newsletter parce qu'en fait, on a simplifié le process. Et c'est ce qui permet aussi aux abonnés de se dire, concrètement, je sais qu'un mardi sur 2, je vais avoir cette newsletter, il y a 3 parties, et peut-être que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'action à impact. Du coup, je vais directement aller là où ça m'intéresse. Donc, même Exactement. à ce niveau-là, tu fais économiser du temps à ton lecteur. Carrément. C'est génial. Et du coup, est-ce que t'es OK pour nous partager les challenges justement que vous vivez peut-être en ce moment avec Mégane sur l'évolution de Marketing Flow? Tu m'as dit peut-être enlever, modifier des briques. Comment ça s'intègre dans votre quotidien? Alors, tu vois, typiquement en décembre, on a fait un peu un point rétrospectif de l'année, tous les deux. Donc, ce qu'on a, donc tu vois, c'est simple, hein, c'était encore un template made by Mégane, en mode ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce dont je suis fier. Les apprentissages et puis après du coup de ce qui devait découler de ça, c'est quoi un peu les grands objectifs de l'année 2023 et du coup comment est-ce qu'on fait pour y arriver, quoi.
Et donc, du coup, on a déterminé à travers ça des grands chantiers qu'on pouvait lancer. Donc, on en a listé 4 auxquels on a pensé. Donc, de continuer à faire ce qu'on fait, donc animer la communauté, créer des stratégies de croissance pour aider les membres, répondre dans l'espace d'entraide, les lives, etc. Mais se dire qu'est-ce qu'on peut rajouter. Donc, du coup, les 4 chantiers qu'on a listés, c'était pourquoi pas créer un podcast. Tu vois, donc, et là, du coup, il y avait plein de possibilités. Un podcast sur le marketing responsable, un podcast communautaire avec les membres. Donc c'est encore en réflexion. Il y avait le fait aujourd'hui, l'abonnement à Marketing Flow, il coûte 800 € hors taxe l'année, ce qui est pas forcément abordable pour tous et qui peut être assez cheap pour certaines personnes. Ça dépend du stade de maturité de ta boîte. Mais se dire, est-ce qu'on n'aurait pas un produit d'appel à, je sais pas, 150 € qu'on pourrait créer? Donc, tu vois, se dire, pour développer la croissance et le chiffre d'affaires, faire un produit d'appel. Donc, option 2. Option 3, faire des ads. Parce qu'en fait, en 2 ans et demi, on n'a toujours pas fait de Facebook Ads. Alors que Megan, c'est sa compétence sur laquelle elle est la plus experte, je dirais, en freelance. Donc, tu vois, c'est un peu comme si on était assis sur une mine d'or et qu'on ne l'exploite pas. Mais parce qu'on voulait d'abord, tu vois, améliorer au maximum l'expérience, le positionnement avant de vouloir appuyer sur l'accélérateur. Et la 4e, c'était tu vois, de faire plus de calls, un peu en mode sales, faire des calls avec des fondateurs, des responsables marketing, des freelances qui pourraient être intéressés, leur donner des conseils, etc. et leur proposer de rejoindre le Marketing Flow. Donc en gros, c'est 4 chantiers, mais en fait, c'est juste par rapport au business qui doit runner, entre guillemets, tu vois, genre en fait, le lundi à 11h30, j'ai un call de bienvenue, le mercredi, j'ai une démo, le jeudi, j'ai un live, faut que je réponde, on va répondre sur l'espace d'entraide à tous les membres, on onboard des personnes, un post LinkedIn pratiquement par jour, la newsletter Good Marketing, une nouvelle stratégie de croissance à documenter. On fait on co-construit aussi avec les membres sur des sujets du marketing responsable, etc. Enfin bref, plein de choses à faire. Tu peux pas d'un coup arriver et dire je vais faire ces 4 chantiers d'un coup, parce que tu vois, tu as créé un podcast. Je suis sûr que tu peux me confirmer que c'est assez chronophage quand même en termes de. Tout à fait. Je sais pas, ça te prend combien de temps, Marine, pour faire un épisode en gros de A à Z entre le moment où tu contactes la personne et le moment où tu le sors? Alors ça va dépendre des invités, je vais pas te le cacher, mais Ouais. concrètement, de façon très générale, pour un épisode solo, donc qui dure en moyenne une dizaine de minutes, un épisode solo en termes de charge de travail, on va dire qu'il me prend 3 heures de temps de travail Ok. pour 10 minutes, sachant que c'est un contenu evergreen, donc c'est pas perdu. Et par contre, pour un épisode invité, là, c'est un processus qui est un petit peu plus long puisque les épisodes eux-mêmes sont plus longs. Ne serait-ce que pour le montage, tu prends la durée de l'épisode, tu multiplies par 2, parfois par 3, selon s'il y a des Ouais. bugs dans l'enregistrement ou quoi que ce soit. Donc rien que la partie montage, c'est énorme. Mais ce qui est aussi très chronophage, en tout cas pour moi, c'est la recherche d'invités qu'on voit pas partout. Tu vois, c'est de prendre des personnes qui ont certaines expertises ou certaines expériences professionnelles et de les mettre en avant grâce au podcast aussi parce que justement on les voit pas partout et que elles méritent d'avoir un petit peu plus de lumière. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu dirais que, je sais pas, le projet podcast, il peut te prendre, genre, je sais pas, une journée par semaine ou un truc comme ça, ou je me rends pas trop compte? Alors moi je fais tout toute seule. En moyenne, mon podcast me prend 1 jour et demi par semaine. En Ok. moyenne, parce que, encore une fois, tu l'as vu puisque tu es un invité, j'ai templatisé Ouais. la partie expérience invitée sur Notion, il y a un template qui existe déjà. Pareil pour tout ce qui est séquence mail, il y a des choses qui s'envoient automatiquement aussi. Et l'étape d'après, c'est justement de pouvoir créer ces espaces qui sont personnalisés grâce à de l'automatisation. Ça, j'en dis pas plus parce qu'il faut que je le mette en place. Ok. Ok. Donc, mais c'est hyper intéressant, tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est une journée et demie. Et du coup, si je te rappelle comment est structurée ma semaine, j'ai 2 jours en freelance, 3 jours marketing flow. Donc, ça veut dire que si on lançait un podcast et que, par exemple, c'était moi le lead dessus, potentiellement, de mes 3 jours, je passais 1 jour et demi pour marketing flow. Et là, ça passe pas, quoi. Pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué. Donc, le podcast, c'est un truc où on s'est dit, il va y avoir un impact, mais pas court terme. Et du coup, il faut qu'on le lance potentiellement cette année, mais en tout cas pas sur le premier trimestre. On fait un peu des projets au trimestre. Et donc, du coup, on s'est dit pas tout de suite. Et ensuite, le produit d'appel, on n'arrivait pas à trouver quelque chose, tu vois, on était content, puisque on veut uniquement aider des boîtes qui ont un impact positif. Et aujourd'hui, en vrai, tu vois, dans les challenges, en France, quand tu regardes le mapping des startups à impact de la BPI, qui sort tous les ans, là, cette année, il y en avait 1500. Alors, je suis persuadé qu'il y en a plus que 1500, mais j'en sais rien, imaginons qu'il y en a le triple.
c'est pas énorme, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui peut accompagner toutes les PME en France, là, on se parle de, je sais pas, centaines de milliers, voire plus. Donc, en fait, on est très limité en termes de marché. Et donc là, on s'est dit, bon, si on fait un petit produit, mais on passe du temps à le créer et qu'après, il faut le distribuer auprès de, encore une fois, une cible qui est assez petite, c'est pas forcément le meilleur ROI. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par les sujets. Mégane, elle a lancé les Facebook Ads il y a quelques semaines, donc c'est assez cool. Dans un objectif de faire la promotion des petits hacks marketing, on a créé un guide du marketing responsable qui est gratuit, où il y a une infographie que tu peux télécharger. Donc, on propose le téléchargement de l'infographie. Donc on teste ça et puis moi tu vois j'ai fait plein de calls là, je teste des calls, c'est trop cool, je rencontre plein de fondateurs de respo marketing qui bossent sur des boîtes à impact, j'essaye de leur filer un coup de main, de faire connaissance avec eux. J'ai dû faire 30 calls en janvier, ça c'est pareil, hein, les calls quand on enchaîne plein, ça a un sacré impact dans ton quotidien en termes de rythme, ça peut être assez fatigant, donc j'essaye aussi de trouver un certain équilibre par rapport à ça, même si c'est trop cool de rencontrer des nouvelles personnes. Quand tu dois après tu vois sortir du call et te mettre dans du deep work à faire une tâche création de contenu ou quoi, c'est pas si facile que ça. Ouais. Donc, en gros, voilà, pour te dire, là, en fait, on est vraiment dans cette phase d'apprentissage de test sur le premier trimestre. Puis, je pense qu'après, là, début avril, avec Mégane, on va se poser, on va dire, c'est quoi un peu les résultats, l'impact d'avoir lancé ces 2 chantiers? Est-ce qu'on en garde un? Est-ce qu'on optimise un? Est-ce qu'on en sort un? Mais c'est un petit peu ça aussi, tu vois, le growth marketing, hein, c'est cette démarche de se dire, j'expérimente, je lance, je regarde après quel a été l'impact sur la métrique que j'avais en tête. Et puis après, soit c'est nul et je décide de l'optimiser, ou si c'est trop nul, je change, je la supprime et je passe à la prochaine. Donc, on a toujours plein d'idées dans le pipe, de choses à tester pour développer Marketing Flow. Il faut juste qu'on arrive à chaque fois à bien prioriser et à aller chercher ce qui a le plus d'impact. C'est génial. Et donc, si vous n'avez pas fait attention durant l'écoute, Pierre nous a partagé sa matrice de prise de décision. Donc, je pense que je ferai un petit visuel pour les personnes pour que ce soit plus simple. Mais en tout cas, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de partir de ces objectifs. Et j'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast si jamais vous n'avez pas encore défini vos objectifs de l'année. Il n'est pas trop tard, hein, on est toujours dans le premier trimestre à l'heure où on enregistre. Donc, partir de ces objectifs, définir les résultats qu'on aimerait atteindre, trouver les projets qui peuvent potentiellement combler ces résultats et ensuite, prioriser, sélectionner les projets qu'on va lancer parce que comme tu le disais, nos journées ne font que 24 heures, nos semaines ne font que 5 à 4 jours de travail. Ouais. Et derrière, c'est de se dire, avec les ressources que j'ai dans mon business à ma disposition, qu'est-ce que je peux mettre en place qui aura le plus gros retour sur investissement, le plus gros ROI pour avoir le plus d'impact finalement sur la croissance de mon activité. Et moi, j'adore ces problématiques-là. Donc, merci vraiment de nous avoir partagé tout ça. Écoute, avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'organisation de Marketing Flow, sur l'entreprise à impact, sur ce genre de choses avec lesquelles tu voudrais que les gens repartent de cet épisode? Je sais pas, tu vois, genre typiquement, moi je sais qu'aussi en termes d'organisation et de productivité, mais du coup c'est très propre à moi, mais moi j'habite à Biarritz, je travaille de chez moi la majorité du temps, et je me suis rendu compte que ça c'était ouf en termes à quel point j'étais productif, parce que j'étais dans un environnement, tu vois, mon appart, il est assez lumineux. J'habite pas très loin de la mer, donc j'hésite pas à aller soit surfer s'il y a des vagues, soit me balader en bord de mer, etc. Donc j'ai un quotidien qui est assez simple, tu vois, mais au final, ça fait que j'ai très très peu de distractions, très très peu, tu vois, de bruit, de pollution visuelle, sonore entre guillemets. Ce qui fait qu'en fait, je me lève, j'ai peu de friction à m'y mettre, à faire des choses, etc. J'ai pas de temps de transport, ces choses-là, et je sais que ça m'aide énormément, et je me rends compte à quel point, en fait, je peux tenir un rythme assez soutenu, en fait, au final, de productivité, sans que je le vive mal, en étant à Biarritz. Et là, tu vois, je reviens d'un peu une période de 2 semaines de déplacement où j'étais un peu à Paris. Après, avec Mégane, on allait faire un petit tour de France pour rencontrer les membres dans quelques villes et tout. Et le fait d'avoir une routine qui est cassée, d'être à chaque fois, tu vois, tu as des temps il faut trouver un endroit pour s'asseoir ou avec la Wi-Fi, il faut que je mette, il y a du bruit et des trucs. Tout ça, ça casse de ouf, je trouve, moi, en tout cas, ma productivité. Et donc ça, je sais que c'est hyper important. Et en fait, il y a tout ce truc de aussi, simplement, moi, je sais que, par exemple, je peux me lever à 7 heures du matin sans réveil, 7h, 7h30, et me mettre devant mon ordinateur à travailler dans les 5 minutes qui suivent, sans friction.
Par contre, à partir de 16h, 17h, je deviens vraiment un cadavre, quoi. J'ai mon cerveau qui veut plus fonctionner et c'est OK, tu vois. Et c'est juste que je le sais. Et tu vois, c'est trop marrant parce que du coup, la petite anecdote, c'est que avec Megan, avant, on avait un call à 11h, 11h30 tous les deux. Mhm. Et du coup, moi, je sortais de ma matinée full productive, full énergie. Donc, j'étais limite un peu trop au taquet, tu vois. Genre, on peut faire ci, des idées, des machins. Là, on l'a mis à 16h30. Donc, on est en train de tester depuis quelques semaines. Et du coup, moi, à 16h30, je parle pratiquement plus pendant le call, tu vois. Parce qu'en fait, je suis cassé de la journée. Et Megan, elle a plus d'énergie que moi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ouais, d'essayer de comprendre quelles sont les phases où tu es productif, essayer de créer un environnement qui fait que tu te sens bien. Ne surtout pas hésiter, moi, je trouve, à aller marcher 1h, 1h30, aller faire du sport plutôt que de se buter. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup de tâches créatives quand même, que ce soit pour les clients que j'accompagne en freelance où je crée du contenu. Et en fait, pour moi, c'est hors de question de me mettre sur une phase de création de contenu si je suis un peu fatigué, si j'ai un peu mal à la tête, etc. Je préfère la repousser au lendemain matin où j'ai le cerveau qui est vide, clair, où je vais pouvoir faire cette tâche en fait en 3-4 fois moins de temps que si je l'avais fait en subissant devant mon ordinateur. Donc, tu vois, d'essayer de s'écouter et d'adapter au final ces tâches par rapport à son corps. Donc il y a 3 points importants, encore une fois, comme on le disait durant l'épisode, c'est connaître son rythme, comment est-ce qu'on fonctionne finalement en tant qu'individu. Donc pour ça, si jamais vous avez du mal à définir votre rythme, moi j'ai fait des vidéos justement qui permettent de connaître votre chronotype et d'adapter votre planning à votre rythme biologique. Donc je vous les mettrai dans la description de l'épisode. Le deuxième point que tu as soulevé, Pierre, et qui est hyper important, et j'en ai fait le constat d'ailleurs la semaine dernière, donc c'est marrant que tu en aies parlé, c'est l'impact qu'a notre environnement de travail, ou de vie en tout cas, sur notre productivité. Je sais que moi je suis comme toi, je bosse à la maison, et je suis jamais autant efficace que quand je bosse devant mon ordinateur avec mon double écran, mon siège adapté, mon bureau assis debout, etc. J'ai essayé la semaine dernière de bosser en dehors de chez moi, j'ai passé le week-end avec le dos bloqué. Donc c'est vraiment important de bien prendre soin de son environnement de vie et de travail, pour votre business, mais aussi pour votre santé, déjà. Et le troisième point qui est important et que tu as souligné, Pierre, c'est aussi de pas hésiter en fait à faire des tests. C'est-à-dire que effectivement, peut-être que vous êtes plus efficace le matin ou l'après-midi, et dans ce cas, si vous bossez avec d'autres personnes ou si vous avez des rendez-vous, tester différents horaires pour voir à quel moment, finalement, ces rendez-vous ou certaines tâches vont avoir le plus de retour sur investissement, encore une fois. Ouais. Et si je peux me permettre de rajouter un autre élément dans la côté priorisation, je pense Ouais. que c'est hyper important. Enfin, je pense qu'avec Megan, on fait ça assez bien de prioriser la relation qu'on a tous les deux. Donc, tu vois, c'est des choses où des fois, tu peux être pris dans le business et tu es en mode, il y a plein de décisions, il y a plein de choses à faire et tout. Mais en fait, non, en fait, le plus important, c'est de prendre ce temps de call et d'essayer de comprendre, genre, bah, en fait, comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu te sens bien? D'éviter tu vois, de créer les conditions pour que l'autre puisse se sentir à l'aise de dire ce qu'il a sur le cœur pour éviter les non-dits. Parce que les non-dits, c'est un cancer. C'est un truc, c'est vraiment une graine qui est plantée en toi et qui va faire que de grossir. Et d'un coup, il y aura la goutte d'eau pendant un mauvais échange où là, tu vas juste péter un plomb. Et ça, c'est trop dommage. Avec Megan, on est à la base quand même amis. Et bah, en fait, monter un business avec de la famille ou des amis, à la fois, c'est incroyable. À la fois, ça peut être dangereux parce que tu peux potentiellement, bah, tu vois, tout mélanger. Et aussi, bah, tu vois, si ça se passe mal, perdre quelqu'un qui est important pour toi. Donc, sur ces 2 ans, 3 ans sur lesquels on a bossé ensemble avec Megan, il y a eu des moments qui étaient très intenses émotionnellement en termes de rythme de travail, etc., qui a pu à des moments, tu vois, être dur et ça a été des sacrées épreuves où tous les deux, on a, je pense, réussi à chaque fois à prendre le temps de se dire les choses et d'essayer de consolider notre relation et de toujours la prioriser, tu vois, de directement déprioriser des ambitions. Ça, c'est des choses qu'on fait en mode, bah ouais, on s'était mis ça comme objectif, on voulait ça comme résultat. Et en fait, là, si on le fait, bah peut-être qu'on va l'atteindre, mais par contre, on va se buter tous les deux. Pas on va s'entretuer, mais juste moralement et physiquement, ça va être très dur. On va très mal le vivre. Et du coup, c'est important de prendre en considération l'un et l'autre et de s'assurer qu'on le fait de manière saine. Donc ça, c'est hyper, 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 hyper important. Et tu fais bien de le souligner, effectivement, quand on s'associe à deux ou à plus que deux, c'est important de privilégier la communication à l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur de l'entreprise, parce que, bah, comme tu le disais, quand il y a des non-dits, quand il y a des tensions qui ne sont pas exprimées,
ça crée de la frustration en fait, puisque les gens ils se disent mais pourquoi il comprend pas en fait que là ça va pas? En fait, si on prend pas de temps, si on crée pas un espace bienveillant, sécurisant pour pouvoir exprimer ce genre de choses, comme tu le disais, ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer et du coup ça va faire que grossir quoi. Ouais, carrément. Écoute, merci beaucoup Pierre pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que vous avez adoré cet épisode, que moi j'ai adoré l'enregistrer avec toi Pierre. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut en savoir plus sur Marketing Flow, si on veut te poser des questions, t'envoyer des good vibes, ce genre de choses? Écoute, je suis pas mal présent sur LinkedIn, Megan aussi, donc Pierre Guilbeault et Megan Bouteloup, on essaie de partager des conseils, des recos en marketing 2 à 3 fois par semaine, je dirais, sur LinkedIn. Et puis après, marketingflow.fr, si vous voulez jeter un œil. Il y a plein de ressources gratuites. Il y a les petits hacks marketing, du coup, la newsletter dont j'ai parlé. Il y a Good Marketing. On a aussi le guide du marketing responsable. Donc tout ça, ça permet déjà d'apprendre énormément de choses. Et puis après, si le fait de rejoindre Marketing Flow, ça vous fait de l'œil, vous pouvez participer à une démo, comme je disais, tous les mercredis à 11h30. On est présent en live avec Megan pour faire connaissance et vous montrer un peu le cœur du réacteur. Tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Encore merci Pierre pour ton temps et pour toute la valeur que tu nous as partagée. Et merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!